quartier nord de Marseille, mais face à l'insécurité grandissante, un médecin généraliste a décidé de fermer son cabinet définitivement. De plus en plus régulièrement pris à partie, il estime qu'il ne peut plus faire son travail. Il a récemment été menacé par un patient qui réclamait une ordonnance sur le champ. Loïc Perrier et Xavier Schuffenecker nous racontent son histoire. Saïd Wichou a pris sa décision, fermer son cabinet du 15e arrondissement de Marseille où il exerçait depuis 15 ans. Ce départ fait suite à une violente agression il y a 2 jours. Il tambourine à la porte en me demandant « Donnez-moi mon ordonnance maintenant ». Je lui ai expliqué qu'il faut quand même attendre, qu'il y a du monde. Et je ne sais pas pourquoi, il s'est mis à crier. Son copain qui était dehors rentre, voulait me frapper. Les patients se sont interposés. J'ai fini par arrêter la consultation et fermer mon cabinet suite à cet incident. Et ce n'est pas la première fois. Dans la salle d'attente, certains messages donnent même le ton. En consultation ce matin, Djemel Ouartani, un habitué du cabinet, il comprend le départ du médecin. Plus personne ne respecte plus personne. Ils sont arrivés à agresser un docteur. Maintenant, où on va? Partir sans abandonner ses patients, c'était un dilemme pour Saïd Wichou. Il va finalement rester dans le 15e, mais rejoindre dans un autre quartier une structure collective. Le fait d'être plusieurs dans un centre, ça permet éventuellement de se sentir en sécurité, voire peut-être, si c'est nécessaire, de prendre un agent de sécurité à plusieurs pour nous protéger. Une fermeture d'ici fin octobre pour ce cabinet, où le rideau est déjà à moitié tiré. En cette rentrée, il y a le malaise des soignants et puis il y a l'épineuse réforme des retraites. Le terrain est glissant. La Première ministre Elisabeth Borne annonce un nouveau cycle de concertation pour un projet de loi avant la fin de l'hiver. Guillaume Darry, on va décrypter tout ça avec vous parce que ça sort d'un dîner qui a eu lieu hier soir à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron avec les principaux représentants de la majorité. Quelles infos supplémentaires vous avez pour Alors, d'après ces infos qu'on a eues effectivement au cours de la nuit et qui sont confirmées effectivement par Elisabeth Borne ce matin, il y a un nouveau cycle de concertation qui va s'engager entre le gouvernement et les partenaires sociaux ainsi que les groupes politiques. Concertation qui se fera sur le projet du candidat Macron. Ça veut dire notamment report de l'âge de départ à la retraite à 65 ans en 2031, 64 ans en 2027. Ça veut dire que l'objectif reste 65 ans. Objectif 2031, absolument. Ans. Discussion aussi sur la question de la pénibilité ou de la retraite minimum à 1 100 €. L'objectif du gouvernement, c'est d'aboutir à un texte qui soit voté avant la fin de l'hiver, selon les mots d'Elisabeth Borne. Ça veut dire, a priori, plutôt un texte spécifique, à condition, la condition est majeure, si j'ose dire, c'est que ces discussions aboutissent à quelque chose, façon de mettre un bon coup de pression aux syndicats et aux partenaires politiques. Ça, c'est le calendrier. Qu'est-ce que ça veut dire politiquement? Politiquement, ça veut dire qu'Emmanuel Macron lâche effectivement un petit peu de lest sur la méthode. C'est une façon aussi de passer un peu de pommade aux mécontents de sa majorité, à commencer par François Bayrou qui ne voulait pas d'une réforme rapide. En revanche, sur le fond, effectivement, il ne lâche absolument rien. On ne reculera pas. Ce qui se joue, c'est l'autorité de votre serviteur, a dit hier Emmanuel Macron, selon les mots rapportés par plusieurs convives. Emmanuel Macron qui, pour la première fois aussi, ostensiblement, laisse planer l'hypothèse d'une dissolution en cas de vote d'une motion de censure à l'Assemblée nationale. Ça aussi, c'est un bon coup de pression, mais à tous les politiques, à tous les députés, parce que je peux vous dire qu'il n'y en a pas un, vu l'incertitude du moment, qui a envie de retourner devant les électeurs aujourd'hui. Bon, main de fer dans gant de velours, en quelque sorte. On entendait la première réaction de Philippe Martinez, qui était il y a quelques minutes l'invité des 4V, le secrétaire général de la CGT, pour qui il n'y a rien de nouveau sous le soleil et surtout rien ne change sur le fond, qui reste donc frontalement opposé à cette réforme. Le gouvernement temporise donc, on l'a compris, alors qu'une journée de grève nationale s'ouvre aujourd'hui. Grève des salariés, des retraités, des enseignants à l'appel de la CGT, de FSU et de Solidaire. Selon une source syndicale, 20% d'enseignants prévoiraient de suivre le mouvement aujourd'hui. Alors des perturbations dans les écoles, mais aussi des perturbations dans les transports. Et Sébastien Thomas, vous êtes devant la gare RER de Denfert-Rochereau à Paris. C'est compliqué ce matin pour les usagers? Absolument, notamment pour les usagers du RER B. C'est une ligne stratégique qui est empruntée par pas loin d'1 million de personnes en Ile-de-France et qui dessert notamment les aéroports. Alors si vous devez prendre l'avion en utilisant ce RER B, renseignez-vous parce qu'il n'y en aura que 1 sur 2 sur la partie nord du réseau et 3 sur 4 sur la partie sud. Notez également que le réseau RER est perturbé à l'exception notable des lignes A et des lignes
E en Ile-de-France. Côté métro parisien, en revanche, ça circule normalement. Circulation normale également pour ce qui concerne les TGV. En revanche, les trains régionaux sont aussi impactés par ce mouvement de grève interprofessionnelle sur les salaires. 6 TER sur 10 annoncés par les prévisions de la SNCF. Et le plus simple pour savoir si votre train circule, c'est que vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez info trafic SNCF et normalement toutes les informations sont à jour. Merci Sébastien pour toutes ces précisions. Il est à peine plus de 2 heures du matin en Floride où l'on tremble avec la tempête Yann. Les inondations sont déjà catastrophiques. Les vents ont soufflé cette nuit jusqu'à 250 km/h. Loïc Delamornay, vous êtes sur place. Quelle est la situation à Tampa ? Écoutez, comme vous le voyez, il y a toujours beaucoup de vent ici à Tampa, même si la pluie commence à cesser petit à petit. Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est que l'ouragan Yann a été rétrogradé en catégorie 1. Les météorologues l'avaient prévu, puisqu'il est désormais de moins en moins alimenté par les eaux chaudes du golfe du Mexique. Donc, il perd en puissance. En revanche, vous l'avez dit, il y a bien eu des inondations absolument catastrophiques, notamment un petit peu plus au sud de l'endroit où nous nous trouvons. C'est vers Fort Myers, vers Sarasota, vers Naples. Là-bas, le niveau des eaux est monté jusqu'à 2 mètres, notamment en raison de ce que les Américains appellent the surge, c'est-à-dire ces vagues c'est des vagues submersives qui commencent à faire une montée des eaux extrêmement soudaine en quelques minutes. Alors aujourd'hui, beaucoup d'habitants sont encore coincés chez eux. Près de 2 millions de Floridiens sont actuellement privés d'électricité. Il va falloir attendre les secours pour venir un petit peu notamment dégager les routes. Beaucoup de routes sont fermées. Heureusement, pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, il semble qu'il n'y ait pas de victimes, en tout cas pas de victimes rapportées, mais il va falloir attendre le bilan durant la journée qui vient pour vérifier cela. Par contre, vous le savez, depuis plusieurs heures, il y a un bateau de migrants dans le golfe du Mexique avec 23 personnes à bord qui est porté disparu. Les gardes-côtes sont actuellement en train de les rechercher. Merci Loïc Delamornay en Floride avec Anto Filippi. Et puis regardez cette image en direct, ça se passe en ce moment même. Beaucoup de vent sur ce quai en Floride. L'ouragan Ian qui est en train de passer sur cet état des États-Unis avec des vents qui soufflent jusqu'à 250 km/h. Plus près de nous, en mer Baltique, mer plus calme niveau climat, mais pas forcément niveau politique. On vient de l'apprendre, une 4e fuite a été détectée sur les gazoducs Nord Stream. Information donnée par les gardes-côtes suédois qui inspectent l'infrastructure. Ces gazoducs relient la Russie à l'Allemagne. Ils sont victimes de fuites inexpliquées. L'Europe accuse Moscou de sabotage. La Russie dément toute implication. On ne sait pas pour l'instant comment s'expliquent ces fuites de gaz. Merci beaucoup Anne-Claire, on continue avec les sports et vous Samuel Olivier, on va aller à Roland-Garros. Oui. Alors bon, c'est pas tout à fait la saison de la terre battue, donc vous avez décidé de nous faire des pâtés de sable là-bas, mais c'est pas tout à fait la saison non plus. C'est un peu ça, c'est l'été indien porte d'Auteuil, c'est le prolongement des vacances, parce que c'est ça. Le beach volley, c'est ce dont on va parler. C'est le kiff des vacances. C'est l'apéro. Le sport du 29 septembre. Ouais. Oui, voilà. Mais c'est l'apéro qui se prolonge, les grillades qui commencent à se monter sur le barbecue. C'est aussi un métier pour beaucoup. Et c'est de ça dont on va parler parce que ce métier-là, il va s'exercer dans le plus bel écrin du monde, sans doute, le central de Roland-Garros, le cours Philippe Chatrier. C'est une première à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, le Paris Beach Pro Tour, un tournoi élite avec les meilleurs athlètes du monde. 3 cours ensablés dans le détail. Le central, les cours 6 et 7, ça représente près de 800 tonnes de sable. 15 000 personnes sont attendues tout au long du week-end. Et nous avons rencontré, vous l'avez vu, nos meilleurs athlètes français, hommes et femmes. Bruno Ando qui était avec nos champions au moment de la découverte, tout simplement, de ce sable sur le central de Roland. C'est un peu inédit de se retrouver pieds nus à Roland-Garros dans le sable. Mais je pense que c'est juste incroyable. Je ne sais pas dans le monde s'il y a de si beaux stades qui se sont utilisés. Et puis, on est tellement habitué à avoir du tennis, à voir Nadal, Federer se battre ici. Ici à Roland-Garros, sur le central de Roland-Garros, on est venu mettre un grand bac à sable et accueillir le meilleur du beach volley mondial. Ça fait donc 40 cm d'épaisseur. C'est l'épaisseur réglementaire internationale pour jouer au beach volley niveau élite. Et donc 2 jours de montage à peu près pour transformer ce fabuleux écrin qu'est le cours Philippe Chatrier en, nous dit-on, peut-être l'un des cours les plus spectaculaires qu'ils aient jamais vu dans le beach volley. Et effectivement, on est assez content du résultat. Les joueurs, quand on les voit rentrer, les premiers retours des joueurs, c'est incroyable. Il y a un vrai effet waouh. C'est une magnifique arène qui a de l'histoire en plus, donc ça c'est vraiment chouette. C'est vraiment un honneur de jouer ici, quoi.
Ouais, on est contente et on sait qu'on va jouer à domicile avec le public qui va nous pousser, donc on a vraiment hâte. Ouais, on a vraiment hâte de commencer le tournoi. J'ai jamais joué dans une salle couverte de beach volley, d'habitude on est toujours à l'extérieur. Donc il va falloir s'y faire, surtout qu'on va jouer à des horaires plutôt tard, donc on va jamais jouer à la lumière du jour. Avec des spots fermés, sans voir les nuages, ça va être une première et ça va être assez spécial. Ouais. Il va falloir s'habituer. Les JO 2024 à Paris, évidemment c'est un objectif, c'est ce pourquoi on est ici aujourd'hui. Il faut viser vraiment les JO comme vraiment objectif final, mais il faut faire étape par étape pour voir comment ça avance et pas perdre de temps à se brouiller l'esprit avec les JO. C'est la première fois qu'on joue sur du sable froid. Ouais. Non, c'était cool, mais ça reste quand même impressionnant de jouer dans une arène comme ça. Il va falloir s'adapter, mais c'était cool. Les images sont magnifiques. Sympa, hein, Beach volley, sport olympique. Ouais. Mais en 2024, il faudra laisser place nette au tennis. L'écran sera pas mal non plus, ce sera juste devant la Tour Eiffel sur le Champ de Mars. Ah, c'est génial. Vous savez qu'il s'est passé un truc incroyable en 2009 sur le central de Roland-Garros. Ah ouais. Il a plu. Vous ne connaissez pas Roger Federer. Il a battu Soderling en finale. C'était sûr. Vous ne pouvez pas passer une journée sans parler de Federer. Non, c'est vrai, c'est invraisemblable ça. Allez, merci. Merci beaucoup, merci à vous. Et puis on vous retrouve tout à l'heure. Eh bien maintenant, c'est la météo avec Valérie Maurice. Printemps, été, automne, hiver, un choix de véhicule pour rouler toute l'année. Vous, déjà été alerté par des